Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour ce 440 et quelquième épisode du coup pour vous faire un avis sur Resident Evil Death Island. Donc le quatrième film d'animation, voire cinquième si on compte Infinite Darkness comme un film travesti en série, ce que je fais personnellement. Donc du coup qui est la suite de Vendetta, parce que du coup dans les idées qu'ils avaient de base ils l'appelaient Vendetta numéro 2, donc Vendetta 2. Première partie sans spoiler avant le générique, voilà une petite partie rapide sans spoiler, et après le générique ce sera full spoil. Donc du coup pour vous dire globalement ce que j'en ai pensé, j'ai beaucoup aimé le film. Jill est pour moi le personnage principal. Voilà, je pense que c'est pas vraiment du spoil, parce que sur l'affiche elle est mise en avant, Locke, sur ce plan là qu'on voit dans un des trailers, elle est mise en avant. Donc je suis très content de son retour. J'aime plutôt bien l'histoire racontée, que du coup je vous raconterai plus en détail après le générique. J'ai pas vraiment de gros défauts, voilà, c'est un très bon divertissement. En vrai, voilà, vous vous posez devant, je dis pas poser le cerveau non plus, c'est pas comme to Raccoon City. Non, en vrai, vous vous mettez devant tranquille, si vous aimez bien l'univers Resident Evil Biohazard, franchement, vous allez prendre votre pied en général, parce que voilà, retrouver ces personnages-là, voir les interactions qu'ils ont entre eux, voilà, découvrir des scènes sympas, voilà, vous laissez guider par ce que le film a à vous montrer. Franchement, c'est ce que j'ai fait, et je l'ai vu 2 fois, et franchement, c'était très cool. Voilà. Donc pour ce qui est du non-spoil, je vais pas en dire plus parce que j'ai envie de parler plus, donc c'est pour ça que du coup je vais vous réserver. Mais pour moi, là en l'état, au moment actuel, voilà, comme le dit notamment l'ami Wiper, un avis ça change au fil du temps. Mais avec mon avis actuel, je le préfère à Vendetta, parce que voilà, le côté un peu, y en a qui disent le fanservice c'est mauvais tout ça, mais moi le fanservice c'est quelque chose qui m'a toujours plu, notamment dans les films Marvel, tout ça. C'est quelque chose qui me plaisait, et du coup côté niveau fanservice, je suis servi, voilà, avec des petites connexions avec le lore assez discrètes parfois, mais voilà, moi personnellement du coup c'est pour ça qu'à l'heure actuelle je le place au-dessus de Vendetta, ce petit Resident Evil Death Island. Donc du coup, voilà, il y a un véhicule qui arrive en plus, c'est génial. Donc j'ai dit, voilà, c'est la fin de mon avis sans spoil, la petit générique, et on part du coup avec du full spoil. On y va. Concernant la vie full spoil de Resident Evil Death Island, donc comme je vous le disais en intro, voilà, qui était pensé comme un Vendetta 2, tout ça, une petite suite à Vendetta, qui se déroule du coup à l'année 2015, Vendetta se déroule en 2014, donc un an avant. Donc pour vous situer, du coup, on est 2 ans après Resident Evil 6, qui lui se passe entre 2006, mais voilà, le 2012, mais la plus grosse partie c'est juin-juillet 2013. Donc du coup, voilà, on se retrouve 2 ans après, vu qu'on est en 2015, et on est 2 ans avant Resident Evil 7, qui lui se passe à l'été 2017. Donc voilà, on est entre RE6 et RE7 pour ceux qui veulent une petite situation chronologique. Donc, pour vous résumer, on se retrouve à San Francisco. Donc d'un côté, nous avons Leon S. Kennedy qui est envoyé du coup par le DOS, la DSO, du coup la Division of Secret Operative, si j'ai pas de bêtises de son nom, pour retrouver du coup le docteur Antonio Taylor. C'est assez compliqué parce que voilà, avec les noms qui sont un peu différents avec le manga Death Island, avec du coup les traductions anglaises, tout ça, bref, mais dans mes souvenirs c'est Antonio Taylor le prénom de ce docteur du coup, qui est quelqu'un qui travaillait avec notamment, si je ne dis pas de bêtises, l'armée des États-Unis, mais qui du coup a commencé à vendre un peu des informations à l'extérieur des États-Unis, donc des infos confidentielles. Donc du coup voilà, Léon avait pour but d'aller l'appréhender, sauf que du coup non, une équipe de SWAT devait aller l'appréhender. L'équipe du SWAT s'est fait décimer par un groupe tiers qui a enlevé le docteur Anthony Tyler, et Léon du coup est envoyé pour le récupérer. Alors là par contre, ce qui est ultra bizarre, c'est que Hunnigan fait le topo à Léon dans une ruelle, donc il attend comme ça sagement, tout ça, et puis d'un coup il lui fait elle termine son topo, elle fait ah bah il va arriver devant toi d'ici 1 minute, et lui d'un coup il passe là. Alors ça j'avoue, voilà, c'est un petit défaut que je peux compter un peu dans le film, c'est qu'il y a un peu des
facilité scénaristique, c'est que voilà, il y a plusieurs passages comme ça où le truc c'est ça se passe tout seul ou comme par hasard il y a quelque chose qui arrive par magie. Mais j'ai envie de dire c'est un peu ce qui arrive dans beaucoup d'autres Resident Evil, autant les jeux que du coup les films, ou même les mangas, tout ça. Il y a souvent des trucs un peu sortis du chapeau qui arrivent pour essayer de sauver un peu l'histoire, pour le remettre sur les bons rails, tout ça. Donc voilà, moi je me dis que ça peut faire un défaut, mais en même temps on les a dans les autres issues. Donc voilà, c'est le défaut un peu général qu'on peut trouver. Donc là, Léon du coup part en chasse de ce véhicule qui détient du coup le docteur Antonio Tyler. Il est en moto, voilà la petite phase en moto qu'on voit dans les trailers notamment. Et au bout d'un moment, il se fait attaquer par une personne en moto. Si vous avez vu Vendetta, vous reconnaîtrez du coup à ce moment-là Maria Gomez, voilà, qui attaque Léon en moto, qui lui envoie des voitures à la tronche, voilà, qui se battent. Et là, on voit du coup qu'elle a des capacités surhumaines, donc elle saute un moment sur sa moto, hop, elle lui fait des gros bonds, elle bloque avec ses talons les freins pour que Léon il tombe de la moto et qu'elle puisse se barrer avec le camion, tout ça. Voilà, c'est un peu du extravagant dès le début du film. Quoique non. J'ai sauté une partie, le début, vraiment tout début du film avant le générique, c'est une partie où on se retrouve à Raccoon City. On est à Raccoon City, voilà, avec cette scène-là, où on voit du coup Dylan Blake qui est avec un groupe je pense que j'avais lu que Alex Haniel pensait que c'était une équipe du SWAT qui avait été envoyée sous les ordres d'Umbrella directement, et je pense que c'est ça en vrai. Je pense pas que c'est de l'USS parce que ils ont pas l'air vraiment d'être pour Umbrella, parce qu'à un moment il y en a un qui dit mais pourquoi on est obligé de porter cette tenue là, donc du coup avec des logos d'Umbrella. Donc je pense vraiment que de base c'est pas des mecs qui appartiennent à Umbrella, c'est vraiment une équipe genre peut-être du SWAT ou voilà un truc dans le coin qui est envoyé par les ordres d'Umbrella pour aller exfiltrer de Raccoon City des membres d'Umbrella haut placés, et que du coup voilà ils arrivent sur le truc et on leur dit vous devez exfiltrer aucun civil. Il y en a un qui fait ouais mais du coup s'ils essaient de forcer le passage tout ça, il leur dit bah vous avez le droit de tirer à vue. Donc voilà, on comprend qu'il y a un côté vraiment où ils sont là en mode on veut juste sauver les mecs d'Umbrella, les civils, on les bute. Donc il y a un côté un peu mix, j'ai envie de dire, avec l'UBCS où eux étaient envoyés à Raccoon City pour exfiltrer les membres d'Umbrella importants. Et parfois les civils c'est pas vraiment leur cas, mais voilà il y en a qui ont tenté, comme le mercenaire du Beffroi qui a voulu quand même sauver des civils. Voilà, c'était pas leur but de base, donc on ressent un peu qu'il y a un peu ce délire là avec l'UBCS, donc c'est ça que je suis un peu dégoûté. C'est pourquoi pas nous avoir mis directement de l'UBCS plutôt que nous mettre une équipe du SWAT. J'appelle ça une équipe du SWAT parce qu'Alex Haniel pense que c'est ça. Voilà, une espèce d'équipe du SWAT avec des patchs Umbrella pour du coup les envoyer faire ce que l'UBCS est censé faire. Voilà, après c'est peut-être le côté pour mettre un personnage qui obéissait au gouvernement, tout ça, donc Dylan Blake, pour du coup l'emmener à ce qu'il va penser dans le futur. Donc voilà, ça peut être compté encore une fois pour une facilité scénaristique un petit peu. Donc voilà, et donc il y a toute l'équipe voilà, qui arrive sur place, tout ça, et on les voit recevant leurs ordres, et on a du coup une petite coupure, voilà, une petite ellipse, où on les retrouve dans une espèce de boucherie, et là bah du coup il y a une espèce de lien, parce que voilà, il y a une boucherie, et puis t'as l'impression qu'il y a eu une boucherie avec les membres de cette équipe, parce que du coup il reste que Dylan et son meilleur ami qui ont survécu, tous les autres ont été mordus, attaqués, voilà, on les voit dans un état pitoyable, et à la radio ils reçoivent l'ordre, voilà, même si, en gros, même si ce sont vos collègues, tout ça, s'ils ont été mordus, vous avez ordre de les abattre, de les mettre d'abord en quarantaine, puis de les abattre s'il y a besoin. Et là du coup c'est là où Dylan quand même commence à dire ah non mais on va pas faire ça et tout, qui commence vraiment à se dédouaner de tous ces ordres là. Et là du coup bah, les personnes qui sont à l'intérieur qui ont été mordues se transforment, ils attaquent du coup la vitre qui est entre les deux, et à ce moment là bah, l'autre personnage se met à tirer sur eux, Dylan se met en PLS sur le sol et puis se met à pleurer, à crier de tout arrêter. Là du coup on a le générique, donc générique très cool que vous pouvez retrouver sur la BioHazard France au cas où, voilà, si vous êtes intéressé. Donc du coup qui nous fait un espèce de rapport via Agua Industries. Donc Agua Industries c'est la société d'eau qui est dans Vendetta, avec l'eau où il y avait du coup le virus souche qui devait se faire exciter ensuite avec le gaz. Du coup voilà, on voit que Agua Industries a téléchargé des données sur Umbrella, a téléchargé sur des incidents terroristes, qui a du coup récupéré des infos sur Chris, Jill, Léon, Claire et Rebecca. Donc je pense que ça fait un petit lien avec ce que dira Unigan plus tard en disant que voilà les données ont été piratées, que plein d'informations sur les personnages principaux et du coup sur les actes de terroristes ont été récupérées. Je pense que voilà cette
scène là c'est pour montrer un peu ce côté là de Aqua Industries, que du coup bah il y a Dylan qui a dû récupérer tous ces trucs là grâce à Mario Gomez et que du coup a fouillé tous ces fichiers, tout ça pour du coup récupérer toutes ces données sur Chris, Jill, Léon, Claire et un peu Rebecca également. Donc après ce générique là, on a la scène avec Léon que je vous ai raconté juste avant. Ensuite, après Léon du coup qui est là en mode ah j'ai perdu ma moto, c'était ma moto préférée, un truc dans le genre. On part sur une plage de San Francisco où il y a un orc qui s'est fait grignoter, qui est mort, voilà il y a sa carcasse. Il y a des mouettes qui bouffent la carcasse. Et là du coup bah, il y en a plein qui peuvent se dire ouais non mais attendez, le virus se transmet aussi comme ça par bouffer tout ça. Mais on en reparlera plus tard, voilà je reviendrai sur tout ce qui est personnage, virus, créature, tout ça à la fin de mon résumé de l'histoire. Donc du coup, on a Claire Redfield qui arrive et qui du coup regarde la carcasse, prend des mesures de la mâchoire, tout ça, et elle se dit que c'est pas normal ce qui se passe, et que du coup c'est pas une morsure d'un requin lambda qu'on peut trouver notamment au large des côtes de San Francisco. Donc voilà. Là, de nouveau, une petite transition qui nous amène du coup avec Jill Valentine dans une résidence. On a Chris à la radio qui lui dit de pas rentrer dans les lieux, tout ça, parce que ça serait lié à un incident du coup bioterroriste, avec du coup bah, un risque de contagion, tout ça, mais elle est déjà dans les lieux, elle bloque du coup la communication du coup pour pas qu'il la contacte, pour pas qu'il la dissuade, tout ça. Elle enquête dans sa petite maison, voilà, elle rentre avec la lampe, j'aime beaucoup avec sa lampe qui a fait les clac clac clac, voilà, pour allumer, éteindre, pour essayer de capter s'il y a quelque chose qui est intéressé par son jeu de lumière, tout ça, sans se faire repérer. Donc elle visite la maison, elle voit un corps qui a été dévoré mais qui ne se relève pas, et d'un coup elle se fait attaquer par un zombie, voilà, elle se bat avec, et après voilà, elle le tue, et à ce moment là on a Chris avec une équipe du SWAT qui rentre dans la maison, et qui du coup, bah, il braque Jill, et puis du coup Chris leur dit non arrêtez c'est Jill, il lui dit, il commence un peu à la réprimander, elle se barre, voilà, comme un peu une adolescente rebelle. Ensuite, alors si j'ai pas de bêtises, ensuite nous nous retrouvons du coup avec Rebecca et Chris, voilà, qui parlent du coup des cas et qui ont beaucoup de cadavres sur le dos. Donc du coup elle dit qu'il y a sur les personnes infectées de base il n'y a pas de morsure, si je me dis, elle dit que c'est plutôt une injection, et que du coup les autres personnes ne sont pas contaminées, du moins les personnes qui se sont fait mordre ne sont pas contaminées et sont morts en fait de cette vidée de leur sang, et c'est là que du coup elle fait comprendre que le virus a un faible taux de contagion. C'est vraiment bah, la personne qui s'est fait injecter est contaminée, mais que s'il se met à mordre quelqu'un, il ne contamine pas la personne qui l'a mordu. Donc voilà, c'est ce qu'elle semble faire comprendre. Moi c'est ce que j'ai compris et ce que fait aussi comprendre le manga Death Island, que je vous ai fait une traduction sur les archives restées le Biohazard de ma chaîne secondaire. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de la playlist avec les quelques pages de manga que j'ai pu traduire en description. Bref, donc du coup voilà, elle parle avec lui et tout ça, et puis ils évoquent le cas de Jill en disant voilà, elle lui demande où elle est, il lui dit bah qu'elle rédige son rapport suite à la nuit précédente, elle lui dit ouais c'est un peu comme une punition, parce qu'elle a pas écouté, voilà tout ça, il lui fait comprendre que bah ouais elle a pas été elle-même, et là elle lui dit ouais mais c'est à cause de ce qu'elle a subi, donc voilà il y a une petite évocation de Wesker qui est sympa, et que du coup Rebecca nous fait comprendre que Jill s'en veut énormément de ce qu'elle a fait, et ce qu'elle aurait pu faire, parce qu'elle aurait pu tuer Chris par exemple, et du coup voilà elle agit comme ça pour essayer voilà, de se remettre sur pas le devant de la scène, mais de se racheter en quelque sorte, d'essayer de sauver le plus de monde possible, quitte à ne pas suivre les ordres, à faire une tête brûlée quoi, en se disant voilà en arrivant vite sur les lieux j'ai peut-être la chance de sauver quelqu'un, voilà, donc c'est pour ça qu'elle agit sur des coups de tête et qu'elle ne réfléchit pas avant. Donc du coup là on voit une scène où il y a Jill qui tire, qui s'entraîne au tir, voilà pour encore une fois bah, ne pas perdre la main. Chris vient lui parler, il se dispute un peu parce que Chris fait un peu le papa ours, il lui demande même de se retirer de l'enquête, chose qu'elle ne veut pas. Donc voilà, il y a vraiment ce côté un peu d'ado rebelle avec Jill. Ensemble, ensuite, ils retournent du coup dans le labo de Rebecca, ils croisent Claire qui est venue, qui leur parle du cas de l'orque, et que du coup, bah, ça met le lien là, que du coup, il y a une contamination au virus T du coup dans l'orque, et qui encore une fois bah, ne se transforme pas en zombie malgré le fait qu'il soit mordu, parce que bah, le virus n'est pas contagieux, cette nouvelle souche de virus T, et du coup, Rebecca dit qu'en fouillant un peu plus les dossiers de toutes les personnes infectées, elle s'est rendue compte qu'ils avaient tous visité Alcatraz, donc voilà, ça arrive dans le truc, on a la petite
la petite scène où ils nous font comprendre que du coup les 3 personnages vont se rendre, donc Chris, Jill et Claire vont se rendre à Alcatraz pour enquêter. Entre temps, on a une petite phase où on voit du coup Dylan avec Maria Gomez et le docteur Antonio Taylor, voilà, qui sont dans leur petit QG sous Alcatraz, et du coup qui discutent entre eux, et puis du coup notamment Dylan fait comprendre que son plan est quasiment terminé grâce à Antonio Taylor, et que du coup là on le voit un peu tester avec son revolver la roulette russe, que voilà, je révoquerai un peu l'idée de pourquoi il fait de la roulette russe plus tard. Donc là du coup on a Jill, Chris et Claire qui embarquent sur le bateau qui mène à une expédition du coup pour visiter Alcatraz. Il y a Rebecca qui dit que le virus, les vaccins déjà connus sont compatibles avec ce virus là, donc voilà, elle dit qu'elle prépare ça pour eux. Ils se rendent dans la prison, ils visitent un peu, et au bout d'un moment il y a des personnes qui se font contaminer parce que Dylan voit que du coup Chris, Jill et Claire sont dans les lieux. Donc du coup voilà, il contamine certaines personnes pour voilà, créer une panique avec des zombies du coup qui attaquent les gens, les zombies qui sont très vifs, j'y reviendrai dessus plus tard. Chris et Claire sont séparés de Jill, donc Jill voilà, en faisant des cabrioles dans tous les sens, tout truc comme ça, se jette dans un trou qui se trouve au sol pour aller aider un policier qui se transforme juste après. Du coup elle se retrouve dans les souterrains d'Alcatraz. Chris et Claire, eux, enquêtent, du coup, essaient de chercher Jill, essaient de chercher des survivants. Ils trouvent du coup Antonio Taylor qui se fait passer pour une autre personne, et qui se fait passer pour, je sais plus ce que c'est son nom, je crois que c'est Antoine Davis ou un truc comme ça, voilà son espèce de fake name, comme dit Léon. Parce que voilà, je l'ai regardé en anglais avec des sous-titres français, donc une première fois en anglais sans sous-titres et une deuxième fois en anglais avec des sous-titres français, parce que voilà, j'ai pas de VF au moment où j'enregistre ça, mais j'ai prévu de regarder avec une VF, donc après voilà, vu que j'ai prévu des vidéos à vie avec mes invités, voilà, je pourrais en rediscuter à ce moment-là, moi avec eux. Donc voilà, de leur côté, ils continuent un peu d'explorer les lieux avec du coup Davis avec Antonio Taylor avec eux. Jill croise dans les souterrains Léon, qui du coup ils font un team-up ensemble qui est très cool. D'abord ils se battent un peu parce que du coup ils se pensent ennemis, puis d'un coup voilà, ils se rendent compte que c'est en face Jill et puis l'autre Léon, donc ils se connaissent au moins de faciès. Donc du coup, voilà, ils s'entraident. Là d'un coup, on a les liqueurs aquatiques qui les attaquent. Donc une petite phase un peu sympa où les deux se défendent entre eux face aux liqueurs aquatiques qui les encerclent. Et voilà, ils arrivent à fuir après via des conduits, tout ça. Ils atteignent l'entrepôt avec du coup un... merde, comment ça s'appelle ça? C'est pas des docks, mais en gros un lieu pour mettre un sous-marin quoi. Donc voilà, ils arrivent là-bas, ils se rendent compte qu'il y a un truc d'incubation avec des espèces de créatures sous l'eau. Là ensuite nous avons Chris et Claire qui se font contaminer par les espèces de moustiques qu'ils appellent des biodrones. Donc je sais pas en français s'il y aura un autre nom, mais voilà, en anglais ils appellent ça des biodrones. Donc voilà, ils se font contaminer. Taylor se fait capturer par Maria. Léon et Jill de leur côté continuent d'explorer du coup le lieu. Ils atteignent le QG de Dylan et Maria qui ne sont pas là parce que du coup ils sont ailleurs. Ils voient du coup Léon et Jill qui sont arrivés dans la pièce. Il leur dit ah bienvenue à vous, veuillez nous rejoindre dans la prison principale. Donc Léon et Jill s'y rendent. À ce moment là on a du coup ils voient dans une cellule qu'il y a Chris dans une cellule seule, et dans une autre cellule il y a Claire avec du coup Antonio Taylor, et que du coup Chris et Claire sont en train d'être contaminés suite à l'injection qu'ils ont reçue. Voilà, ils sont en train de lutter comme ils peuvent pour résister. Léon se fait infecter à son tour. Jill ne se fait pas infecter parce que Dylan en gros il a pour but de voir si Jill serait capable de tuer Claire pour sauver Antonio Taylor. Voilà, tuer un ami pour sauver un innocent, chose qu'a dû faire du coup, là il explique à ce moment là Dylan, parce que du coup son ami s'est fait mordre, donc du coup il a dû le tuer pour pouvoir survivre, chose qu'il s'en veut énormément, et qui est du coup une de ses raisons de pourquoi il lutte contre, voilà, contre l'injustice, et que du coup le fait que le bien et le mal pour lui n'existe pas, mais ça encore une fois j'y reviendrai. Marie Gomez, voilà, latte un peu le derche de Léon et de Jill dans ce couloir là. Léon fait une diversion grâce à une grenade aveuglante. Jill peut se barrer et elle rencontre à ce moment-là Rebecca qui du coup est venue sur l'île grâce à Unigan qui l'a contactée en disant qu'elle avait perdu contact, et que du coup ce que je vous racontais au début via le générique qui nous font comprendre que Dylan a téléchargé voilà, plein d'informations sur nos héros. Elle lui fait comprendre voilà, qu'il y a quelque chose qui se trame là-bas, vu que du coup il n'y a plus de communication, tout ça. Donc Rebecca voilà, récupère une équipe du SWAT et se rend sur l'île. L'équipe du SWAT se fait décimer par le mégalodon, donc c'est le nom du requin. Lui
du requin zombie qui traîne autour de San Francisco. Voilà, Rebecca du coup arrive seule, elle croise Jill qui lui dit d'aller se rendre dans la cellule pour aller sauver Chris, Léon et Claire qui sont contaminés. Jill de son côté se rend du coup de nouveau à l'espèce d'entrepôt aquatique pour les sous-marins tout cela. Rebecca sauve Léon, Chris et Jill et Claire. Léon part de son côté pour essayer de retrouver Jill. Il atteint du coup le QG où Maria Gomez l'attend pour se battre, donc pour se venger de son père. Donc voilà, il y a une petite baston, tout ça que je reviendrai un peu quand je parlerai des personnages parce que cette baston là en vrai je la trouve quand même un peu abusée. Voilà, Jill à ce moment là parle avec Dylan tout ça, puis d'un coup il s'injecte le virus, il se jette dans l'eau où le mégalodon vient le bouffer. Donc juste après Léon arrive à tuer Maria Gomez, et tous les personnages se rejoignent en même temps sur cette plateforme que l'on voyait à l'écran, et c'est ce moment là du coup que Dylan fusionne avec le mégalodon pour devenir une créature qu'ils appellent le Dylon, donc un mix entre Dylan et mégalodon. Voilà, c'est amusant. Voilà, là on a une petite phase un peu à l'Avengers, voilà, on a la caméra qui tourne autour d'eux, voilà, pendant qu'ils rechargent leurs armes, tout ça, hop, le coup de tentacule, et puis voilà, les équipes qui se séparent, voilà, donc Chris, Claire et Rebecca sont envoyés par Léon pour arrêter les biodrones que Dylan veut envoyer contaminer le monde entier. Donc voilà, elles deux sont mises de côté pour aller faire utiliser leur cerveau plutôt que leurs muscles. Léon, Chris et Jill, du coup, eux s'occupent du Dylon, donc du mix entre Dylan et Mégalodon, avec toutes les armes qui sont à disposition, donc des mitrailleuses, des fusils à pompe, des lance-roquettes, un fusil à plasma, voilà. Et c'est une créature qui n'a pas envie de mourir. Donc voilà, puis au bout d'un moment, Claire et Rebecca redirigent les drones pour contaminer le corps. J'ai pas vraiment compris, c'est pour ça que j'ai hâte de voir le film en français, parce que ce move-là, j'ai vraiment pas compris à quoi il servait, d'aller contaminer le morceau de corps du Dylon qui s'est séparé du morceau principal. J'ai pas compris le but d'aller séparer tous, d'aller infecter tout ce morceau-là, mais je comprendrai peut-être mieux avec la version VF. Voilà, donc du coup, le Dylon, la partie qui est toujours en vie, tente de s'enfuir. Donc Jill de son côté, et puis Chris et Léon de leur tentent de l'arrêter en bloquant notamment le portail avec l'eau pour rejoindre l'océan. Voilà, ils font ça, ils arrivent à tuer Dylon, voilà, et puis après on a le happy ending, on les voit tous assis sur des bancs, sur des escaliers en train d'attendre leur hélico, et puis discuter entre eux, voilà, Léon qui blagouille un peu, voilà, et puis du coup le Chris qui est avec Jill, et puis du coup qui est content de la retrouver, et puis ils marchent tous en direction des hélicoptères qui viennent les sauver. Voilà pour ce gros résumé un peu du film, comme j'ai pu, voilà, avec ce que j'ai en tête de mes deux visionnages, donc un qui date du vendredi 13, si j'ai pas de bêtises, du vendredi 14, voilà, donc mon premier visionnage qui date du vendredi 14 seulement anglais, et l'autre qui date du coup du 24 juillet, donc 10 jours plus tard, avec du coup des sous-titres français cette fois-ci. Voilà, donc à un moment où j'enregistre là, je sors de mon deuxième visionnage. Donc pour revenir, voilà, le résumé c'est fait, donc pour revenir sur les personnages, donc Léon, j'ai noté qu'il était toujours aussi immortel, notamment à la phase en moto, je sais pas moi, il roule à pleine bille, voilà tout ça, et puis d'un coup elle utilise les freins, il se casse la gueule de la moto, mais il se sort sans rien, sans fracture, sans rien du tout. Bon voilà, j'ai envie de dire, ça peut le côté Léon, notamment dans Damnation, on le voit qu'il se fait maltraiter par un tyran de 3 fois sa taille, voilà, qui le chope, qui le balance comme un caca dans les trucs, et puis qui s'en fout, et voilà, il se relève normalement. Et l'autre un peu immortel, du coup, c'est le côté avec le combat contre Maria Gomez. Donc Maria Gomez, franchement, si vous regardez le combat, vous verrez, elle arrive à arracher des tuyaux avec ses pieds, à envoyer une plaque de métal tellement forte qu'elle s'embrique dans des trucs métalliques. Elle lui met un coup de pied à un moment, il traverse plein d'objets, de machins comme ça, mais à chaque fois il se relève, il a rien, à un moment elle lui prend la tête, elle lui tape contre des tuyaux et tout, avec la force qu'elle a, normalement je sais pas, ça devrait lui faire une commotion, ou voilà, lui démonter le crâne, et non, il se relève normalement, et lui il arrive à la vaincre avec 2-3 coups de pied dans la tronche, hop, et elle s'embrique d'un coup dans un morceau de métal qui ressort parce que d'un truc qu'elle a cassé. Voilà, là j'avoue que ce combat là franchement je l'ai trouvé un peu dégueulasse en fait. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne l'aider, voilà, pour s'en sortir genre à 2 contre 1 ou un truc comme ça. Et non, en fait c'est vraiment Léon qui 1v1 Maria Gomez alors qu'il se fait laminer tout le long. Voilà, à ce côté là c'est pour moi un peu le défaut, mais par contre à contrario il y a beaucoup de moments cool, notamment voilà comme on voit l'image, le team up avec Jill, voilà, Léon et Jill, si vous ne le savez pas c'est mes deux personnages favoris, et les voir tous les deux ensemble, voilà, s'épauler, s'aider, combattre
battre ensemble, ça c'est énorme. Il y a plein de scènes où on voit qu'il y a une espèce de cohésion entre les deux, où bah voilà, ils braquent chacun d'un côté, ils se mettent dos à dos. Donc déjà pour se mettre dos à dos comme ça avec une personne, il faut avoir un minimum de confiance, parce que du coup cette personne peut te trahir, voilà, on sait pas où mal te couvrir. Et là vraiment ils se mettent dos à dos, ils avancent même dos à dos à plein de moments, notamment quand ils vont dans la prison principale où Dylan leur dit d'aller. Donc voilà, Léon et Claire et Jill, très contents, voilà, pour moi, comme j'ai marqué, c'est du caviar. Et l'autre côté que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des petites vannes, il y a des petites vannes de Léon, voilà, chose que j'aime beaucoup. Même si sa meilleure vanne liée à Death Island que j'ai pour moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est pas dans le film, c'est dans le manga, c'est dans l'épisode 2, donc du coup, qui est, si vous regardez ma playlist en description, c'est le 3e épisode. Il y a un combat, du coup, de Léon contre un lion zombie, et à la fin, voilà, le lion zombie, il fait un petit selfie avec pour l'envoyer à Unigan. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très marrant comme idée. Voilà, vraiment le côté un peu Léon qui certes en aura le cul, mais voilà, qui trouve un espèce de moyen quand même de s'amuser un peu sur le terrain, soit dévier des blagounettes, soit comme là, avec un petit selfie. Voilà. Alors, du coup, pour vous dire, ce combat-là avec le lion n'y est pas dans le film. Et il y a plein de passages, du coup, qui sont différents entre le manga et le film. Donc, des dialogues, des scènes qui se déroulent pas comme c'est raconté dans le manga. Donc, je sais pas encore comment prendre en compte le manga. Est-ce que du coup il est canon, est-ce qu'il est semi-canon, je ne sais pas encore comment le prendre en compte, mais voilà. Quand on voit Resident Evil 2 qui a du coup 4 histoires canon, du moins les 4 histoires du coup comptent dans le canon, les 4 scénarios, on est en droit de se dire voilà que des petits trucs comme ça qui changent entre un manga et un truc tant que ça contredit pas autre chose d'important, je pense que ça peut s'inclure. Donc notamment on voit pas comment Léon arrive sur l'île, mais dans le manga on y voit avec le combat contre le lion, donc on peut se dire que le combat avec le lion peut exister dans l'univers parce que voilà, il n'y a rien qui le contredit. Après voilà, est-ce que du coup ils ont récupéré un petit lion pour le cacher dans Alcatraz? Le but, voilà. Bref. Concernant Jill. Donc Jill, franchement, c'est mon personnage coup de cœur du film. Pour moi, c'est son film. Elle a ce côté, du coup, côté tête brûlée, comme j'ai marqué, pour se prouver qu'elle est elle-même. Comme voilà, je vous l'ai raconté, c'est ce côté où elle était consciente de vouloir tuer Chris, tout ça, comme elle le raconte, qu'elle était consciente. Et que bah elle a pas pu faire, elle pouvait rien faire face au contrôle qu'elle a subi face à Wesker. Donc voilà, elle cherche un moyen de se racheter en essayant de sauver des gens, le plus de gens possible, tout ça, quitte à mettre sa propre vie en danger. Donc ça du coup c'est un dialogue que du coup lui fera Chris, que voilà, il y a quand même le principe de mettre sa vie en danger, mais faut pas le vouloir non plus volontairement, ça dans les cas extrêmes, et là ce n'était pas forcément un cas extrême. Mais pour moi, voilà, elle est géniale. Niveau combat, on est servi. Franchement, Jill, niveau combat, il y a plein de scènes où on la voit se fight avec des zombies, ou surtout avec les zombies, c'est énorme. Franchement, tu la vois là, foutre des coups de pied, jouer avec le couteau, faire des attaques un peu comme on pourrait voir, genre dans un Mercenary Hero 6. Voilà, j'ai vachement aimé ce côté-là. Le petit combat, voilà, dans les allées de la prison avec les premiers zombies, c'est vraiment top. Donc voilà, elle gère ses combats là, et pour moi, voilà, la place principale. Et j'ai noté, voilà, j'attendrai une confirmation un peu de ceux qui sont un peu plus liés avec ça, mais j'ai noté des petites ressemblances avec les jeux. Donc le passage où elle se dirige du coup vers le hangar et elle croise Rebecca, elle court avec le pistolet à une main et elle court un peu comme ça avec juste le pistolet qui, genre elle a un bras qui balance avec le pistolet qui reste bien droit sur le côté, et c'est une course qu'elle a dans Hero 3 Remake, que j'ai trouvé très cool, voilà, de revoir ça. Donc je verrai s'il y en a qui me le confirment aussi, mais pour moi c'est une course à la Restel 3 Remake qu'elle nous fait à ce moment là. Et un autre truc, c'est que, après voilà, vous allez me dire c'est une façon de nager, mais pour moi sa façon qu'elle a de nager à un moment dans l'eau, pour moi ça m'a beaucoup rappelé du Révélation 1, les phases où on la joue du coup en train de nager, voilà, pour moi ça m'a beaucoup rappelé ça, donc je verrai s'il y en a d'autres qui ça leur rappelle également cela. Mais niveau couteau, j'ai pas le souvenir d'avoir vu notamment ces mouvements un peu légendaires au couteau où elle met plus des coups de surin comme ça plutôt que les autres qui font des arcs avec leur couteau. Elle met des coups de surin comme ça. J'ai pas le souvenir qu'elle mette vraiment des coups de surin, mais par contre elle joue beaucoup avec son couteau, parce que du coup elle perd son arme pendant les combats, le premier combat contre les zombies dans l'île d'Alcatraz. Chris Redfield, j'ai pas grand chose d'important à dire dessus, il s'inquiète beaucoup pour Jill, voilà, comme on peut s'en douter. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est à la fin pendant le combat, Jill se fait propulser, puis tu vois Chris qui se jette, et puis d'un coup qui fait en sorte de la rattraper pour pas qu'elle se blesse. J'ai beaucoup aimé cette scène là, parce que voilà, il y a vraiment ce côté protecteur de Chris qu'on retrouve aussi à un moment avec Claire, quand il se fait infecter avec Claire, il se jette d'un coup sur elle et tout, et puis même quand il est en train de se faire infecter, il garde sa main sur elle pour la garder proche de lui. On voit la scène, c'est du coup au moment où Tyler se barre, on voit que voilà, ils sont tous les deux à genoux par terre, et que Chris
Chris garde sa main sur Claire, en mode voilà, reste proche de moi, reste vers moi. Donc voilà, il y a vraiment ce côté Chris protecteur que j'ai beaucoup aimé, qu'on retrouve dans le film, lié avec Jill, mais aussi un peu avec Claire, que je suis très content voilà, de retrouver. Et puis du coup, voilà, le duo Claire et Chris, qu'on n'avait pas vu depuis Code Veronica, même si voilà, dans Heavenly Island, elle l'appelle, donc on sent quand même qu'ils sont toujours en lien. Mais voilà, physiquement, on les avait pas eu tous les deux ensemble depuis Code Veronica. Là, de mémoire. Tac tac tac, voilà. Donc concernant Claire, Claire déjà plus utile qu'une Infinite Darkness et même j'ai envie de dire que Dégénération, donc c'est très cool voilà, de retrouver une Claire utile. On la voit manier son arme, on la voit utiliser sa tête également, donc Claire pour moi c'est le juste milieu entre Chris et Rebecca, donc voilà c'était plutôt cool à voir. Tac tac tac, elle reste quand même secondaire face à Chris, Jill et Léon, hein, on va pas se mentir. C'est de même pour Rebecca, voilà, elle reste assez secondaire, c'est celle qui vient avec le scénario dans sa petite valise pour sauver les gens malades. Et pour moi, voilà, comme j'ai marqué, elle a un rôle similaire à Claire, donc voilà, elle utilise beaucoup sa tête, très peu ses muscles. Donc voilà, après ça c'est le côté Rebecca qui est comme ça, qui n'est pas quelqu'un qui veut aller au combat. Et en personnage un peu héros qu'on a du coup en apparition, c'est Unigan. Donc Unigan, on a juste sa voix à deux moments. Donc au début quand elle fait le topo à Léon, puis ensuite quand elle indique à Rebecca qu'il y a un problème avec les communications liées à Alcatraz. Donc voilà, on a juste ces moments-là. Donc pas grand chose de foufou à dire sur Unigan, on la voit même pas, voilà, ils sont même pas fait yesh à essayer de créer un modèle comme ils avaient fait pour Damnation ou Dégénération. Non, voilà, ils sont juste dit on va mettre la voix, l'appel, et puis basta. C'est quand même marrant parce que du coup en 2015, j'ai l'impression que la technologie a régressé comparé à par exemple Dégénération, où Léon il avait son PDA, où il voyait Unigan en face de lui, pareil dans Damnation, et là en 2015 c'est juste des petits appels qu'ils font, un appel lambda, comme tu pourrais faire avec ton vieux téléphone, quoi, ou juste la voix qui sort, il n'y a pas de visage, tout ça. Voilà. Ensuite, concernant les méchants, je vais pas en parler parce que j'ai pas grand chose à dire sur lui. Donc il y a Antonio Taylor qui peut être compté comme un méchant en quelque sorte, même si c'est un peu contre lui qu'il a... qu'il a créé les biodrones. Si j'avale pas ma salive, ça va être compliqué. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est celui qui est dans le gris, ni méchant ni gentil. Voilà, c'est juste un mec qui est... Bah après, il vend des infos il vend des infos des USA à d'autres pays. Voilà, donc ça peut peut-être le mettre dans le côté méchant, mais d'un autre côté, bah, il a pas envie non plus de faire du mal, puisqu'il a créé un système du coup pour niquer les biodrones via un mot de passe à rentrer pour avoir directement le contrôle sur eux. Voilà. Du coup Maria, donc Maria Gomez, donc du coup qu'on avait vu dans Vendetta, voilà, j'avais marqué qu'elle avait des capacités surhumaines, donc on la voit faire des super sauts, elle a de la force et de la rapidité, donc la rapidité, faut pas non plus s'attendre à la rapidité de Wesker, mais quand même je l'ai trouvé dans ses mouvements qu'elle était ultra fluide, dans ses déplacements, dans plein de mouvements, notamment le saut de la moto, tout ça, il faut avoir quand même de la rapidité pour pas te bouffer avec la moto, donc voilà, et moi ce que j'ai trouvé bizarre c'est qu'elle semble vouloir se venger que de Léon, alors que Chris a l'air vraiment de s'en battre les noix. Alors que je suis désolé, mais pendant Vendetta, c'est Chris et Léon qui affrontaient Glenarias et Diego. Il n'y avait pas que Léon. Mais voilà, elle a l'air d'en vouloir qu'à Léon, donc est-ce que c'est pour le mettre beaucoup plus en avant, voilà, de se dire, voilà, elle va chasser Léon tout le long, comme ça, voilà, il est quand même principal, et puis Jill, elle s'occupe de Blake, de Dylan. Bah, c'est peut-être ça. Et du coup, j'ai noté le truc voilà, qui m'a fait un peu yesh, c'est qu'elle a perdu le combat face à Léon à cause de son armure en scénario. Voilà, j'ai marqué que Léon avait une armure en scénario, que voilà, il craignait pas les coups, il craignait pas la douleur. Voilà, encore une fois, elle a de la force et tout. À un moment, elle lui met une patate, il se retourne juste, et voilà. Alors que quand on la voit qu'elle arrache des tuyaux à main nue, ou qu'elle pète des trucs à main nue, prendre une patate de quelqu'un qui peut faire ça à main nue, je pense que t'as quelque chose de pété au moins. Alors que Léon, non, il a rien. Voilà. Le méchant, donc Dylan Blake, que j'ai trouvé personnellement intéressant. Donc du coup, voilà, qui faisait partie d'une unité qui fut envoyée sous les ordres d'Umbrella à Raccoon City pour exfiltrer des membres des dirigeants d'Umbrella, qui du coup avait pour but aussi de maintenir les civils en ville. Voilà, on sait pas le truc de base, mais comme le dit Alexianel encore une fois, on pense que c'est le SWAT, et que du coup, qui est envoyé là-bas, j'allais dire contre sa volonté, pas vraiment, mais du coup qui doit suivre les ordres contre sa volonté, donc du coup qui voit toute son équipe qui meurt et il se retrouve même à devoir abattre son meilleur ami.
bon après je sais pas si c'est son meilleur ami, mais il a l'air de dire quand même que c'est, de faire comprendre que c'est son meilleur ami, du coup à cause de Umbrella et du coup du gouvernement qui les a envoyés là-bas pour lutter contre ça, qui du base, voilà, ils auraient pu envoyer quelqu'un d'autre, ou même rien de faire du tout, ils auraient pas créé les virus, ça serait jamais arrivé, et du coup c'est qu'il lui crée de la rancœur, donc du coup déjà il a de la culpabilité d'avoir dû tuer son meilleur ami, ils se sont même battus, et puis du coup à la fin il avait pas d'arme à feu, donc il a dû la battre avec une boîte en lui fracassant le crâne, alors qu'il avait pas muté, donc du coup son ami était encore conscient pendant qu'il lui fracassait le crâne, donc franchement là le côté mental, le côté tout ce qui est psychologie dans ce Death Island, j'ai trouvé franchement que ça a été mis en avant, et je suis pas le seul à le penser, j'ai vu qu'il y avait une personne, Jill Valenfield 96 sur Twitter, qui le disait aussi, que du coup elle attendait, qu'elle avait hâte que la sortie du film se fasse, pour du coup évoquer cela aussi. Ce fait que voilà, il y a beaucoup de côtés psychologiques qui sont bien d'avant de ces Death Island, et moi je l'ai ressenti avec le côté Jill Chris, et du coup aussi le côté avec Dylan Blake. Et du coup, voilà, vu qu'il, pour lui, il y a de l'injustice, il y a pas de justice dans le monde, il n'y a pas de bien, pas de mal, il en veut au gouvernement, il en veut aux organisations comme le Terrassé, le BSA, tout ça. Il a même un espèce de petit jeu où du coup, il joue à la roulette russe avec son revolver. Il met une balle et puis voilà, et à un moment il vise le docteur Tyler, il met, je crois, 2 fois l'arme contre sa tempe pour tirer et voir s'il y a une balle qui sort ou pas. Voilà, donc c'est quand même un mec qui joue avec, il parle de destin, de dire voilà, le destin n'a pas décidé que c'était ta mort encore à arriver. Voilà, ça lui a quand même chamboulé l'esprit grandement. Et la chose que j'ai notée avec ce personnage-là, quand même, c'est que c'est un des... Il faut quand même se dire qu'il avait face à lui 5 personnages principaux de la saga et qu'il a réussi quand même à en mettre 3 à terre. Il a réussi à en contaminer 3, dont Chris et Rebecca et Chris et Léon plutôt. Donc voilà, c'est quand même un mec qui va quand même laisser sa petite trace, même s'il apparaît que dans un film. C'est quand même une chose à retenir, c'est que c'est quand même le mec qui a réussi à nous mettre 3 personnages à terre, dont Chris et Léon, qui semblent quand même à côté assez indestructibles, assez inarrêtables. Voilà, il a réussi lui grâce à son plan avec ses petits virus. Et du coup, en parlant de virus, il s'injecte du coup une forte dose avant de se jeter dans la flotte pour du coup fusionner avec le mégalodon et devenir du coup la créature qu'ils appellent le Dylon. Voilà. Donc concernant ce virus, donc c'est un nouveau variant du virus T qui n'a pas de nom. Voilà, donc moi je suis un peu dégoûté parce que j'aime bien un peu les noms, mais je pense qu'on peut l'appeler la souche Dylan Blake ou la souche Blake, donc en général on aime bien mettre le nom de famille ou parfois le prénom, donc soit la souche Dylan ou soit la souche Blake, je ne sais pas encore comment les gens vont la nommer, moi je pense que c'est un truc là, donc du coup qui se transmet surtout par injection, donc d'où le fait qu'il a créé du coup les biodrones, donc des espèces de petits moustiques qui du coup contiennent le virus et qui vont mordre, qui vont piquer pour injecter du coup les personnes, donc du coup qui s'appellent donc des petits moustiques robotiques qui s'appellent des biodrones. Donc du coup le virus il n'affecte que la personne qui a eu une injection primaire, donc du coup les contaminations secondaires ne comptent pas, mais par contre du coup voilà, vu qu'il y a de la violence tout ça, les personnes d'infection secondaire meurent du coup parce qu'ils se vident de leur sang. Donc voilà. Tac tac tac. Alors par contre le truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que du coup il se transmet rapidement. On voit les gens en 2 secondes ils mutent tout ça, mais par contre avec Chris, Claire et Léon, il met quand même énormément de temps. Quand il y a l'attaque au début, voilà, ils ont l'air de muter les gens en 2-3 secondes, alors que là, Jill, du moins Chris, Claire et Léon, eux, pendant un long moment, ils luttent, tout ça, donc voilà, encore une fois, je pense que c'est un des défauts d'un côté un peu en scénario, que le scénario aide en disant, voilà, attendez que Rebecca arrive pour avoir votre petite injection, en attendant, luttez comme vous le pouvez. Voilà, c'est un peu le côté qui m'a embêté un peu, de se dire voilà, il était ultra mal et tout, mais elle arrive Rebecca avec son petit vaccin et qu'en 2 secondes ils se sentent déjà mieux, même Claire elle le dit, elle fait une remarque, ah je me sens déjà mieux, comme si j'avais rien eu et tout. Voilà. Après c'est le côté un peu Bio, Resident Evil, tout ça, où il y a le côté avec le miracle quoi. Tac tac tac, donc du coup les vaccins connus entités semblent du coup pouvoir contrer cette souche là, donc c'est vraiment une souche en vrai qui est facilement contrôlable, dans le sens que il y a
pas de contamination secondaire, c'est vraiment que de la contamination primaire. Et en plus les vaccins déjà existants peuvent compter, donc par exemple le Daylight qu'on voit dans Outbreak, lui du coup peut, si j'ai bien compris, du coup soigner cette souche là également. Donc voilà, c'est quand même une souche qui sur le marché noir, sur les marchés et tout, elle aurait vraiment été inutile pour ceux qui cherchent des trucs à infecter grandement à échelle mondiale tout ça, sauf via le fait des biodrones, sauf que les biodrones, tu peux mettre du virus T normal dedans, je pense que ça compterait aussi, et en plus tu pourrais faire des économies en envoyant quelques-uns autour du monde pour contaminer tout le monde. Voilà. Concernant du coup les créatures de cette nouvelle souche virus T, donc nous avons les zombies. Donc les zombies, c'est des boostés. Franchement, les zombies ils sont boostés, ils courent dans tous les sens, ils sautent à des étages entiers. Notamment, on voit ça dans la salle, dans le truc de la prison, on voit que Chris est attaché à une rambarde à l'étage, et on voit un zombie qui saute d'un coup de truc et puis qui court après avec 4 pattes sur la rambarde. Donc c'est des zombies qui sont ultra excités, qui grimpent de partout, des vrais singes quoi. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Voilà, on était plus sur de petits zombies basiques, un peu à la Vendetta, où c'était des zombies un peu à l'Aero 6, qui voilà, et tu sentais qu'ils avaient un peu de mouvement rapide mais sans plus. Là, on a vraiment des zombies speed, donc il y avait un peu d'enjeu quand même. Ensuite, concernant les liqueurs aquatiques, donc à savoir du coup les liqueurs aquatiques, on apprend dans le hardbook, c'est notamment là aussi qu'on a le nom du mégalodon, du Dylon, tout ça. Les liqueurs aquatiques ont été créés 100% biologiquement, en gros c'est des ABO à 100%, il n'y a pas eu d'humains contaminés en chaîne, tout ça pour créer des liqueurs, c'est vraiment des liqueurs voilà, créés artificiellement. Donc voilà, c'est le petit détail que je voulais vous dire en petite introduction. Donc du coup, ils ont les mêmes particularités qu'un liqueur normal, ce que ils peuvent se déplacer sous l'eau, voilà, ils se basent au son, ils ont une grande langue, ils peuvent marcher au plafond. Voilà, j'ai envie de dire, il y avait autant à nous foutre des hunters, genre les hunters gamma, voilà, des hunters aquatiques, des trucs comme ça, plutôt que de nous remettre un liqueur, mais avec une version différente. Voilà. Et par contre, ils ont vraiment une sale tronche, avec du coup la bouche qui s'ouvre en 4. Voilà, ils n'ont pas une bouche qui s'ouvre en 2 comme une bouche normale, ils ont vraiment une bouche qui s'ouvre en 4, avec des branchies sur les côtés et tout. Donc ça, les branchies, j'aimais plutôt bien le design. Le design en vrai, général, je l'aime plutôt bien, ils ont vraiment un design amphibie. Par contre, dès qu'ils ouvrent le bec, là, par contre, je trouve que ça perd un peu du charme. Voilà. En termes d'autres liqueurs, donc ça encore une fois c'est l'artbook qui nous les nomme comme ça, il les appelle les larval liqueurs, donc les liqueurs larves ou un truc comme ça, qui sont du coup les petits trucs qui sont en stase dans le lieu d'incubation du coup, et qui contiennent en eux les mosquitos, voilà les biodrones qui sont inclus du coup dans ces larval liqueurs, donc je sais pas à quoi ils servent, je sais pas le lien de pourquoi les biodrones doivent se retrouver à l'intérieur, est-ce que c'est vraiment, ils parlent de lieu d'incubation, donc est-ce que voilà les biodrones ont besoin de... je sais pas, j'ai pas compris le but de ces larval liqueurs, de pourquoi ils sont des réserves à biodrones. Voilà. Ensuite, le requin, donc du coup qui s'appelle le mégalodon, encore une fois dans l'espèce de petit artbook, qui du coup sert à protéger les côtes d'Alcatraz, qui du coup sert de son côté aussi à attirer Claire Redfield de TerraSave via du coup l'attaque sur un orc, avec du coup une puce de TerraSave. Et que du coup il sert juste à ça, il y a la fusion finale, c'est tout. En vrai il a pas vraiment d'utilité, son autre utilité à la rigueur c'est de débarrasser les membres du SWAT qui accompagnent Rebecca pour qu'elle arrive seule sur l'île et que voilà ils aient pas de soutien en plus, qu'ils se retrouvent vraiment que tous les 5. Donc là encore une fois je trouve ça vraiment pas ouf en fait, voilà les membres du SWAT on les voit 2 secondes en fait, juste ils aident Rebecca à atteindre le bateau, ils prennent le bateau et une fois qu'elle atteint les côtes, ils se font tous bouffer par le requin rapidement avec les vagues et tout ça. Voilà, j'ai pas trouvé ça vraiment foufou, encore une fois, c'est vraiment, tu sens vraiment, là, franchement avec cette scène là tu sens vraiment le truc qui est là pour dire, voilà, au moins le requin il tue un peu des gens, vous êtes contents, mais d'un autre côté, voilà, les Rebecca se retrouvent seuls, et puis du coup, ils ont pas de soutien, ils doivent faire que par eux-mêmes tout ça, voilà, je trouve ça pas foufou non plus. Et pour terminer avec la dernière créature, donc le mix entre le mégalodon et Dylan, qu'ils appellent du coup le Dylon, donc D-Y-L-O-N, une grosse créature quasi intuable, voilà, ils utilisent quand même toutes les armes qu'on a utilisées dans les Resident Evil pour tuer les boss finaux, donc des lance-roquettes différents, des lance-missiles, des mitrailleuses sur des véhicules, et, même Jill utilise un fusil à plasma, voilà, ils utilisent tout et n'importe quoi, ils en mettent du temps quand même à la battre, à la fin ils arrivent à la battre grâce à des grenades ou je sais pas quoi, avec le seul morceau qui est plutôt vulnérable avec la tête qu'il reste, qui explose du coup en morceaux. Mais voilà,
ce que j'ai bien aimé, c'est que ce côté intuable, du coup, ça permettait d'avoir des scènes cool, où du coup, tu as vraiment les héros qui se sentent surpassés par les événements, en mode attends, mais je suis rendu, c'est tout l'arsenal à ma disposition et j'arrive pas à vaincre cette bestiole-là. Donc, je ressentais ce côté un peu des boss qu'on a retrouvés à la fin des jeux, que même du coup, avec ton arsenal que tu as réussi à économiser pendant tout le jeu, bah tu en chies quand même un peu. Donc voilà, j'ai bien aimé ce côté-là avec le petit Dylon, voilà, ce côté un peu vulnérable. Personnellement, je ne l'ai bien aimé. Et du coup, encore une fois, voilà, qui permet de voir les héros combattre contre lui et faire des team-up plutôt cool. Donc on a team-up avec Chris et Léon. On a du Léon et Jill, je crois, à un moment, encore une fois. On a du Jill et Chris, notamment quand on lui dit il est tout à toi, et puis voilà, puis qu'il lui balance les roquettes du lance-roquettes. Voilà, et ça permet d'avoir plein de petits team-up comme ça, et puis du coup, Rebecca et Claire qui partent de leur côté pour utiliser leur cerveau pour dérouter les mosquitos, et en plus, du coup, pour bloquer la sortie. Niveau ambiance, je trouvais que les ambiances étaient vraiment cool, notamment dans la prison d'Alcatraz, il y avait des ambiances sympatoches, donc notamment bah, toutes les phases avec Jill et Léon dans les souterrains, tout ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Même les phases voilà, de combat contre les zombies au début, les phases avec quand Chris et Claire se retrouvent que tous les deux avec du coup le docteur Taylor, que voilà, ils se retrouvent à un petit lieu calme, je crois que c'est une espèce de parloir ou je sais pas quoi, et puis d'un coup, voilà, c'est plutôt calme, Taylor essaye de se barrer, et puis voilà, il y a des zombies qui reviennent attaquer à ce moment-là. Voilà, j'ai trouvé franchement qu'il y avait des ambiances assez sympa, notamment dans le Catraz. Après à l'extérieur, bon, voilà, on voit des petites rues de San Francisco très rapidement, on voit un labo qui semble être du BSA, voilà, il n'y a pas non plus de trucs foufou. Le plan de fin est très beau, voilà, le plan de fin où on les voit tous assis sur les escaliers et puis ils discutent un peu en mode voilà, on fait notre petit topo final avant du coup d'avoir les hélicos qui arrivent avec un lever de soleil. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa visuellement, franchement visuellement j'ai trouvé beau le film. Euh, En petite mention sympa que j'ai noté, donc il y a du Wesker, voilà, comme je vous en ai parlé, il y a du Wesker qui est cité en parlant de son contre-mental sur Jill. Ce qui est cool, c'est le manga du coup qui nous met vraiment une petite vignette avec un dessin de Wesker. Voilà, il y a Wesker qui apparaît dans le manga le temps d'une vignette. Voilà, il y a Pierce qui est mentionné, voilà, donc c'est vraiment très cool parce que beaucoup disaient ouais, écrit RE6, il n'y a pas vraiment de mention, nanana. Donc il y en a même un une fois sur un serveur qui disait oh non mais RE6 on peut l'ignorer, il sert à rien. Et non, du coup, Death Island va vous ramener à la raison, parce que Death Island nous parle de Pierce, donc Pierce, bah du coup, il vous faut, pour avoir toute l'histoire de Pierce, la pièce de théâtre Biohazard The Stage, il vous faut le manga Marawa Desire, et Hero 6, et du coup, voilà, il parle notamment de la mort de Pierce dans Hero 6, et du coup, voilà, comme quoi ça l'a impacté, parce que quelqu'un qui voulait qu'il reprenne son flambeau, bah, est mort pour le protéger, voilà, il l'évoque, tout ça, c'est vraiment très cool, donc j'ai pensé à la Mireille à ce moment-là. Et la dernière mention, du coup, c'est Taylor qui l'a fait. Quand il apprend que Claire appartient à TerraSave, il parle de Harvardville et comme quoi TerraSave ce sont des terroristes. Donc voilà, c'est cool, une petite mention à Dégénération également. Voilà, c'est les trois grosses mentions que j'ai trouvé de non citées. Après, voilà, vu que j'ai regardé deux fois en anglais et pas encore en français, peut-être qu'il y aura peut-être des petites mentions que j'ai loupées. Et je parlerai pas dans le générique, voilà, de toutes les mentions avec Umbrella où ça nous parle de James Marcus, de Oswald Spencer et de Edward Ashford. Voilà, de la création d'Umbrella avec l'année, on a le BSA, on a une petite scène un peu de Woodbreak où on voit les rats bouffer un cadavre de l'USS. On a du Chris Révélation 1, voilà, le petit générique, et il est bourré de références avec du Jill aussi, RE1, du Manoir Spencer, Harkley, voilà, il y a plein de trucs aussi dans le générique, mais voilà, concernant le film en lui-même, c'est les trois prénoms que j'ai vraiment notés. Là où j'ai eu un petit... c'est concernant TerraSave, parce que du coup, quand elle arrive sur la plage, Claire, elle se présente disant qu'elle vient de TerraSave, et l'autre de la plage, il lui fait « Ah, c'est quoi ça? Je connais pas. » J'étais en mode... TerraSave, on sait pas l'année de naissance, l'année d'existence, mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dès 2005, c'est déjà actif TerraSave, même si je dis pas de bêtises, 2004, parce que si je dis pas de bêtises, à Terra Grigia, il y avait déjà des membres de TerraSave avec notamment Neil. Donc voilà, donc dès 2004 minimum, on avait du TerraSave, et là de voir que quelqu'un ne connaît pas TerraSave, je trouve ça quand même assez bizarre, surtout qu'ils ont une place quand même assez importante dans plusieurs événements. Après voilà, c'est peut-être juste parce que c'est une petite ONG, c'est une ONG, donc genre comme l'OMS ou un truc comme ça. C'est un peu se valoir, mais après d'un autre côté il y a Taylor qui lui est au courant des événements d'Harvardville, comme quoi ils étaient accusés de terroristes, tout ça c'est de TerraSave. Donc voilà, d'un côté il y en a un qui sait beaucoup de trucs et l'autre qui sait rien du tout, donc je sais pas le juste milieu, savoir est-ce que TerraSave est vraiment un truc connu ou pas. Aucune idée.
Concernant les musiques, alors j'ai pas noté beaucoup de musique, mais celle que j'ai notée qui revenait souvent c'était le thème principal. Ok, il me fait beaucoup penser à la musique d'Iron Man 3. Le thème d'Iron Man 3, ceux qui ont un peu qui connaissent un peu, je sais pas si vous trouverez comme moi, mais le thème d'Iron Man 3 pour moi il ressemble beaucoup au thème de Death Island. Et que du coup ils utilisent au moment où il y a la scène un peu Avengers où elle arrive, il y a plus de son à part voilà, le tentacule qui brise tout, et les tirs et tout, et puis à ce moment là t'as le thème qui est en fond, en grande fanfare et tout. Voilà, à ce moment là franchement je veux pas vous mentir, j'ai ultra kiffé, c'est un de mes moments préférés de voir ça, voilà, les personnages qui font leur petite galipette et puis avec la musique en fond derrière et tout. J'étais comme un foufou. Et du coup, pour terminer avec cet avis-là, le petit mot de la fin, parce que voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus, voilà, encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce film-là, mais le petit mot de fin, les dernières phrases que l'on a, c'est Chris qui dit à Jill qu'elle est de retour, et que du coup, ils se font un petit check. Voilà, pour moi, c'est pas anodin qu'on termine le film sur Chris qui dit « Ah, Jill, t'es enfin de retour ». Voilà, c'est... J'ai l'impression que c'est un espèce de truc pour briser le quatrième mur et nous dire voilà les gars, Jill est de retour, attendez-vous à la voir dans un des prochains jeux, dans un des produits dérivés, voilà, peut-être un nouveau manga, un nouveau film d'animation, un nouveau jeu, voilà, n'importe quoi, mais Jill est de retour, elle va revenir. Voilà, j'ai vraiment l'impression que le film nous envoie ce petit signal à la fin pour nous dire voilà, les gars, vous l'attendez depuis 2009, elle est de retour, voilà. Et je suis très hypé parce que de ce que je vois de Jill dans ce film-là, voilà, j'ai hâte de la revoir, de pouvoir peut-être même jouer avec, du coup si c'est dans un jeu. Mais voilà, Jill is back. Voilà, voilou. Donc c'est la fin du coup de ce gros avis de quasiment 50 minutes, voire 1 heure, le temps que je fasse mon outro de Resident Evil Death Island. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis revenu sur tout ce que j'avais à dire. Là, j'ai pas de choses qui me viennent à l'esprit à dire. Après, encore une fois, voilà, dès que mes invités du préavis l'auront vu le film, je les réinviterai pour faire une vidéo préavis. J'ai prévu plus tard de faire un nouveau truc, un nouveau live discussion avec d'autres personnes, notamment l'ami Ridus à ce moment-là, pour en rediscuter. Donc voilà, mon avis, vous pourrez avoir un peu d'évolution concernant en continuité du mois d'août, voilà, pour avoir du coup, mon avis, peut-être avancé, peut-être des trucs que je dirais, ah, ça j'aime un peu plus, ça j'aime un peu moins, peut-être que je le passerai peut-être plus en tout en état, mais voilà, à l'heure actuelle, à ce moment-là, je le redis encore une fois, mais pour moi c'est mon film d'animation préféré, et je l'ai vu 2 fois en 10 jours, et j'ai encore envie de le revoir là, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir faire le nouveau visionnage que je ferai cette fois-là, du coup avec la version VF, je pense d'ici semaine prochaine, quand je recevrai le format physique. Voilà, voilou. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo, ce long avis, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous donner le vôtre aussi en commentaire, n'oubliez pas de marquer spoiler bien évidemment, vu que c'est un avis avec no spoil au début et avec spoil, pensez aux gens qui vont lire les commentaires et qui même pas forcément lire les commentaires mais qui vont arriver sur la vidéo et que du coup les commentaires vont apparaître en dessous, pensez à eux et précisez bien spoiler, voilà, mettez spoiler plusieurs fois au début de votre message pour en discuter tout ça, ça sera avec grand plaisir, et puis on se retrouvera du coup comme je vous l'ai dit voilà pour les lives où on pourra en rediscuter de nouveau de vive voix avec des invités. Donc voilà, moi Death Island c'est validé de mon côté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour pour voir ce qu'il y a sur la chaîne principale, sur la chaîne secondaire, encore une fois je vous rappelle je vous mettrai les traductions des mangas de Biohazard Death Island que je vous ai fait, du coup je vous y mettrai en description sur les archives de Biohazard. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'ai très soif, et puis bah, ciao.